Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien tout le monde. Oui, beaucoup de choses qui sont arrivées. On est à Montréal aujourd'hui, live. C'est rare qu'on fait ça, mais on est live aujourd'hui. Ce matin, on était chez La Gabière pour voir le lancement de la caisse de 12. C'était vraiment un succès. Je pense qu'il y a quelques-uns des brasseries, des dépanneurs qui ont reçu des caisses de 12 frais à 24 heures, mais c'était impressionnant. Puis on voulait voir comment ça fonctionnait. On est allé voir un petit peu la nouvelle machine qu'ils ont pour pacter les boîtes, tout ça. C'est vraiment une belle journée. Aujourd'hui, comme vous savez, Baron Mag est quotidien pas mal. On a plein d'entrevues qui s'en viennent. La tournée, elle va bien notre tournée. On est allé faire ça à Bedford. On a fait une soirée de taco puis tatou avec la cantina. C'était vraiment intéressant. On a fait une entrevue avec eux autres. Si vous avez des questions pour notre tournée, ça s'en vient dans pas long. Pour le mois de juin, on fait 3 jours chez le Mondial. Puis après ça, on a d'autres événements qui s'en viennent. Allez nous voir. Si vous avez des questions, comme toujours, envoyez un courriel à leonardo@baronmac.com. Puis bien sûr, abonnez-vous à Baron Mac tout le temps. On a la section payante à 120$ par année où on donne plus d'informations possibles sur qu'est-ce qui se passe à travers l'industrie, des stratégies, des entrevues, puis des infolettes spéciales. Puis bien sûr, pour vous abonner à Baron Mag, normalement aussi pour avoir l'infolette. Ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canning mobile ou si vous avez besoin de canette, Can Management. Aujourd'hui, on fait une entrevue, comme je dis, c'est rare des fois que je vais live, ça arrive, mais j'étais tanné de ta maison, je voulais vraiment sortir un petit peu de ça. Puis on est allé voir une petite compagnie qui s'appelle La Petite. Puis la petite bière fait de la bière d'épinette naturelle. Ça veut dire qu'ils mettent ils vont nous expliquer comment ils le font, bien sûr. Mais c'est une petite compagnie basée à Montréal. Vous savez même pas où c'est, là. C'est tellement que c'est secret en plus. Puis l'affaire, c'est que la beauté de cette bière-là, de cette drink-là, bien sûr, c'est dans le mouvement de la bière sans alcool, les drinks sans alcool, tous ces mouvements-là qui existent, comme ça, vous appelez ça le functional drink qu'on appelle. Puis on voulait parler avec eux autres. Ça fait longtemps que je voyais les canettes un peu partout quand je me promène à travers le Québec. Puis je voulais les connaître. Comment ça va toi? Bonjour Leonardo. Ça va bien? Super. Présente-toi, c'est quoi ton nom, celui-là? Jean-François Laroche. Je fais la bière d'épinette, c'est moi le C'est toi, tu es le propriétaire, le maître d'en arrière, tout ça. Je suis le multi-instrumentiste. Bien, excellent. Écoute, comme j'avais dit au début, la raison que je voulais parler avec toi, c'est bien sûr, comme tu sais, il y a plein de compagnies qui prennent des produits sans alcool, des produits qu'on appelle ça le functional drink maintenant. Okay. Puis l'affaire, c'est que la bière d'épinette, comme tu sais, on l'utilise beaucoup que ce soit de l'alcool fort, tout ça. C'est rare qu'on l'utilise pour boire ça. J'en ai vu quelques-uns, des colas, un peu, j'en ai vu là-dessus. Mais j'ai jamais vu de compagnie, tu sais. C'est pour ça que je voulais parler avec toi un peu là-dessus. Je me sens que tu me parles un petit peu d'où ça vient, où est l'idée de faire comme ça et pourquoi tu t'es lancé dans une compagnie comme ça. Parce que je m'attendais que tu sois vraiment comme une multinationale, honnêtement. C'est vraiment le contraire d'une multinationale. Honnêtement, je fais exactement tout à l'envers de ce que tout le monde fait normalement dans le marché. Je dis ça un peu à la blague, c'est juste qu'on est vraiment une petite production toute manuelle, artisanale. Mais en gros, l'idée vient, c'est un peu un retour aux sources en fait. Au départ, je voulais m'acheter une cabane dans le bois, puis je voulais trouver un moyen de payer pour la cabane dans le bois. Fait que finalement, plein d'idées passent par la tête, puis l'idée de faire de la bière d'épinette est venue. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment une boisson artisanale. C'est un peu comme une boisson gazeuse artisanale, la bière d'épinette. Nous, on l'a fait avec des branches d'épinette fraîches. On fait comme une infusion avec de l'eau bouillante, puis on rajoute du sucre de canne biologique. Donc, c'est pas fait avec un malt, c'est plus fait à base de sucre de canne. Puis on fait fermenter une semaine. Fait que c'est une boisson avec fermentation. Ça l'adoucit les goûts, ça l'ajoute de l'acidité. Fait que finalement, il y a juste 4 ingrédients dans notre boisson. Okay. Tous les arômes viennent de la branche d'épinette fraîche. Fait que c'est vraiment un retour aux sources de ce côté-là. Et puis, oui, ça rentre en plein dans le mouvement du sans-alcool, puis des boissons authentiques. On a commencé à faire un peu ça, un peu après que le kombucha est devenu vraiment en vogue, puis que tout le monde s'est mis à aimer les boissons fermentées, kéfir et compagnie. C'est un peu l'idée du projet.
Puis d'où vient la recette? Parce que tu sais, tu peux avoir lancé n'importe quoi, c'est comme un peu comme Marco. Marco, c'est une nouvelle bière d'épinette, mais eux autres, ils ont fait plein de drinks. Ils sont allés en grosses canettes, tout ça. Puis ils ont même fait, je pense, un drink à l'alcool maintenant, je pense. Marco, j'ai quelque chose de weird, j'ai vu ça aller dans le point comme ça. J'ai pas vu passer. C'est Beluga, on l'appelle, mais je sais que c'est presque la même compagnie ensemble. Ils sont lancés là-dedans, tu sais. Mais le but de ça, c'était quoi, à part de payer ta maison en campagne? C'était d'où vient l'idée de puis tes recettes, tout ça, où tu as mis ça en place? La recette, en gros, moi, j'ai commencé à faire de la bière d'épinette à peu près en même temps que je viens de l'industrie de la restauration. Okay. Et je commençais à travailler à l'époque dans un restaurant qui faisait dans les produits sauvages, récoltés en nature. Puis j'ai commencé à travailler là, puis on dit « Ah, tu fais de la bière d'épinette, faut t'en vendre dans le restaurant. » Il a presque fallu que je me batte avec eux autres parce que j'étais quand même pas bonne. Puis comme « Non, fais-en pareil! » Puis évidemment, j'ai élaboré la recette un peu avec le chef du restaurant, trouvé des différents tours. Mais ça m'a pris, avant d'avoir la recette que j'ai là, ça m'a pris un bon 3 ans à peu près. OK. Ben oui, parce que je dis ça de même, tu fais une infusion avec les branches, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que comme vous le savez, tu fais bouillir ton houblon, il va être amer, moins amer, tout dépendamment comment tu veux. C'est tout dans la façon comment tu travailles, ça. Exactement. Fait que, ouais, c'est ça, ça vient un peu de là, la recette, c'est du essai-erreur, puis Google University, là. Mais comme il y a juste du sucre, puis des branches d'épinette, il y a une complexité. Si tu fais du vin, il y a une complexité. Si tu fais du cidre, il y a une complexité. Là, il y a une complexité, mais elle a juste un étage, mettons, au lieu d'avoir plusieurs. Mais quand même, parce que tu en vends au monde quand même. Ça veut dire qu'il faut que ça soit bon. C'est une complexité en arrière de ça. Oui. Parce que moi, je pourrais mettre ça quelque part, puis il n'y a aucune complexité en arrière de ça. Il y a quand même un travail de 3 ans que tu as mis pour que ça fonctionne. Oui, en fait, je pense qu'il faudrait que je vérifie, là, mais à ma connaissance, on est les seuls qui font une bière d'épinette avec de l'épinette fraîche. Peut-être, ouais. Toutes les autres marques que j'ai vues passer, c'est avec des huiles essentielles. Puis même, j'ai vu des marques de bière d'épinette avec des huiles d'eucalyptus. C'est même pas de l'huile d'épinette qu'il y a dedans. Là, puis à ma connaissance, en ce moment, il y a peut-être 3, peut-être 4 bières d'épinette fermentées au Québec. Quand je parle de bière d'épinette, c'est en boisson gazeuse. Là. C'est pas de la bière avec des branches d'épinette dedans, qui est un petit peu... qui est aussi une bière d'épinette, mais qui est conceptuellement un peu différente. Fait que, comme bière d'épinette, c'est boisson gazeuse ancestrale avec des branches d'épinette fraîches. Je pense que c'est juste nous qui fait ça en ce moment. Tu as combien de goûts pour l'instant? Tu as combien de SKU pour l'instant? En ce moment, on a 3 saveurs. On a, à l'année longue, on a épinette noire qui est notre classique. On a sapin baumier pour les gens qui aiment ça un peu plus corsé, résineux. Moi, le sapin baumier, j'aime bien ça avec un petit peu de gin dedans. Ah oui, en plus. Ça te permet de le faire sans alcool ou avec alcool, tout dépendamment des invités qu'il y a à la maison. Et à l'automne seulement, un peu dans la période de Noël, j'ai épinette blanche. Puis je fais épinette blanche seulement à l'automne parce qu'elle est absolument pas du tout résineuse, elle est très très florale, parfumée. Funky aussi, mais une fois qu'elle gèle en hiver, je peux plus la récolter parce que je peux la récolter, mais elle goûte plus florale, fait que ça donne un peu plus rien de faire. Fait que c'est ça, je l'ai fait. C'est combien de canettes par année ou t'as fait? En ce moment, je fais à peu près 20 000 canettes par année. Je sais pour pas. chacun ou non, tout total. Okay. Ouais. Mais je dois dire, c'est ça, je faisais ça à temps partiel. À partir de cette année, j'ai quitté mon emploi régulier puis j'essaie de plancher. Ça, j'avais raison que tu veux conquérir le monde. Exactement. Tu avais raison, ok. Je m'enligne pour conquérir le monde. Okay. Une canette à la fois. C'est où tu envoies ça? Parce que je vois que tu as des fûts ici. Ce que tu fais aussi en fait, c'est que comme je fais tout manuellement, je brasse dans des fûts. OK. Pour différentes raisons, mais aussi parce que je peux moduler ma production. C'est-à-dire que si tu as un fermenteur à 1000 litres, il faut que tu fasses 1000 litres. Tandis que là, en ayant des fûts, ça me donne à peu près... une quarantaine de canettes par fût, fait que je calcule ma production par rapport à mes clients, puis je divise par 40, puis ça me donne ma production. Oui, parce que tu fais ça, tu as la machine à la main et tout ça. C'est mon old school, ça. Ça, c'est une longue histoire, ça, là, mais si tu veux en parler. Mais oui, je remplis à la main, puis je sertis à la main. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de brasseurs qui le font à la main encore. Tu sais. Maintenant, on voit le Toltec, que tout le monde capote sur eux autres, c'est à la main encore. Plugués, je les vois des fois arriver comme ça. Beaucoup de brasseurs, ils ont le vieux October qu'on appelle. Ils font ça existe.
Tu sais, t'es dans le mouvement, toi, de sans-alcool, le mouvement fonctionnel, comme je disais au début. Est-ce que, est-ce que tu vois la tendance s'améliorer dans ce coin-là? Parce que nous autres, tu sais, quand nous autres, on a commencé il y a 9 ans, ou même 10 ans cette année, à couvrir la microbrasserie, couvrir le boisson, tout ça, la sans-alcool, c'était n'importe quoi. J'avais du kombucha qui arrivait des fois, des fois comme ça. Maintenant, tu es dans un mouvement où, tu sais, Avril ouvre des magasins chaque 3-4 mois. T'as tu sais, tu t'en vas maintenant, je viens d'aller chez Pasquier, c'est Jean-sur-Richelieu. La section sans alcool est impressionnante. Ce qui était dans ce mouvement-là, toi, d'achat, c'est à chaque année, il y a le mouvement, tu sais, le gros événement ici à Montréal de vegan. Moi, je ne vais plus à ça parce que tu ne peux plus marcher. Est-ce que tu sais, c'était dans ce mouvement-là, là-dedans, toi? J'imagine que je m'insère dans ce mouvement-là, mais comme je te dis, moi, je viens de l'industrie de la restauration, donc j'ai pas de référence. Fait que j'ai aucune idée si ça monte ou si ça descend. La seule chose que je peux vous dire, c'est que comme moi, c'est une infusion de trucs verts, on va dire, ben, je suis pas limité aux magasins qui vendent de la bière, tu sais. Fait que je peux vendre dans les épiceries santé, je peux vendre dans les dépanneurs à bière, des BSQ et compagnie, mais aussi je peux vendre en épicerie, je peux vendre dans les restos vegan que j'ai déjà eus. J'en ai encore quelques-uns. Mais, tu sais, comme, j'ai plus qu'une corde à mon arc. Ce qui est peut-être l'avantage du sans-alcool, en fait. Ouais. Parce que, c'est ça, quand tu peux faire la meilleure bière du monde, mais si t'es limité juste au petit... qui est gouvernemental, le quai, exactement. Si t'es limité juste aux petits dépanneurs spécialisés, ben ça réduit un peu tes coûts des franches de ce côté-là. Pour ceux qui ne connaissent pas ce drink-là, disons que c'est la première fois que tu le vois. Moi, je l'ai connu déjà ailleurs. Puis je pense que je l'ai bien qu'un gin. En fait, tu me le dis maintenant, je pense que je l'ai bien qu'un gin. C'est quoi comment tu fais pour quand tu dis t'es tenté à boire de la première canette, t'sais. Tu t'en vas là-bas, tu dis OK, épinette noire, mais les boire ça, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. T'sais. Tu parles du point de vue du client? Non? Ouais, en fait, moi, comme on est très petit, je travaille vraiment beaucoup avec les détaillants. Okay. Puis je fais mes propres livraisons. Donc, à toutes les fois que je fais une livraison, je parle à la personne qui est sur le plancher, je lui explique le procédé, je lui raconte mon histoire parce que la moitié de la vente, dans mon cas, c'est l'histoire. Le storytelling au bout. Le storytelling, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est moi qui vais dans le bois récolter les branches d'épinette. Puis, c'est simple, pour que ça soit plus facile, je vais sur les terres de la couronne, je peux aller n'importe où. Puis j'ai mon vieux Jeep, j'ai ma vieille roulotte, je monte dans le bois pour une semaine avec ma canne à pêche, puis j'appelle ça aller travailler. Nice, quand tu racontes ça, quand le détaillant raconte ça aux clients sur place, en général, ils sont comme, ben, on va en prendre une. Mais c'est surtout le fait de faire mes propres livraisons, puis d'être capable de parler avec les gens sur le plancher dans tous les détaillants, à toutes les fois que je passe, leur demander comment ça va, qu'est-ce qui sort pas, c'est quoi leur point fort de l'année. Puis tu sais, comme, c'est niaiseux, mais les épiceries santé, produits naturels et tout, eux, leur vente, ça bouge beaucoup en février. Ouais. Mais les dépanneurs à bière, c'est le contraire. Tu sais, eux autres vont rouler avant Noël, puis ils tombent à sec après Noël. Moi, c'est moi qui capote aussi. Exactement. Fait que là, c'est comme le contraire. Fait qu'en ayant les deux ça s'inverse un peu. Tu sais, j'en vends un peu moins là avant Noël, mais j'en vends un peu plus là après Noël. C'est quoi ta philosophie derrière ta compagnie? Parce que tu sais, comme tu dis, tu t'en vas pêcher, à travailler, disons, chercher des affaires, ton camion rouge il est plein, c'est sûr. C'est quoi ta philosophie derrière cette compagnie-là? Tu sais, puis maintenant tu es à 100% là-dessus. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que le monde sache quand tu vois ça? La philosophie, c'est vraiment un retour aux sources, une recherche d'authentique. Fait que vraiment, comme je disais, quand tu bois une de mes bières d'épinette, le seul élément aromatique qu'il y a dedans, c'est la branche d'épinette fraîche. Après ça, comme je disais un peu, on fait tout à l'envers, c'est-à-dire j'ai vraiment commencé petit, puis c'est vraiment de le faire à la main, de le faire au gré des saisons aussi. Fait que la seule garantie que j'ai, c'est qu'il y a la même quantité d'épinettes dans chaque canette, mais comme je récolte à l'automne, en hiver, au printemps, les arômes vont changer un peu avec les saisons. Et puis, c'est ça, c'est vraiment un peu une recherche d'authentique. Puis, éventuellement, tu sais, si tout va bien, peut-être m'acheter ma petite canne dans le bois que j'ai pas encore réussi à acheter. C'est jour, c'est jamais... Ben, les prix ont comme triplé depuis quelques années. Moi, je sais, ma belle-mère vient d'acheter une maison à Sainte-Marthe. Elle a attendu un an de trop. C'est ça qui se passe. Hein? Bon, ça paraît peut-être pas, mais ça fait une dizaine d'années que je fais de la bière d'épinette. La première année, c'était juste pour le fun. Après 2 ans, peut-être, je l'ai fait au restaurant 3 ans. Puis j'ai commencé à vendre en dépanneur, genre 1 an avant la super pandémie. Mm-hmm. Puis là, ben, depuis ce temps-là, je fais juste ramer pour essayer
d'enligner quelque chose parce que à chaque année, c'est différent de l'année d'avant. Faire des prévisions, c'est un peu difficile. Mais bon, je veux dire, on continue, puis on trouve des nouveaux débouchés, puis comme tu parlais du sans-alcool, trouver des nouveaux points de vente. Puis tes points de vente à toi, à part, comme tu disais, c'est un peu partout. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des places que tu t'en vends plus? Est-ce qu'il y a du monde, une clientèle qui est plus intéressante? C'est parce que moi, je verrais ça dans les pourvoiries, tout ça. Je verrais ça de clientèle comme ça, tu sais. Ben là, c'est plus une question de contrainte. Mes produits doivent rester réfrigérés. J'ai une date de péremption assez courte. Donc, en fait, la manière dont je fonctionne, c'est que je me suis fait des routes de livraison. Puis j'essaie de trouver des clients sur ces routes-là. C'est-à-dire, j'ai une livraison en Estrie vers Sherbrooke. Après ça, j'ai une livraison vers Québec, une route de livraison vers Québec, puis une route de livraison vers le nord. Fait que dès que je peux inclure des clients dans ces routes de livraison-là, étant donné que je fais ma livraison moi-même, je les inclus. De temps en temps, c'est difficile parce qu'il y a plein de monde qui me contacte d'un peu partout, qui en veulent, puis j'ai une cliente qui m'avait contacté des îles de la Madeleine, puis j'étais comme, j'aimerais bien ça, mais j'ai pas de bateau. Je dis ça à la blague, il y a un traversier, mais je peux juste pas, il n'y a aucun moyen, tu sais. Mais de temps en temps, j'ai un client qui est comme j'ai quelqu'un qui descend en ville, fait que je vais t'envoyer un livreur, on essaie de s'arranger, mais c'est à la bonne franquette, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres produits que ça te tenterait de faire? Tu sais, maintenant, tu as 3 SKU, tu as d'avoir un autre qui s'en vient, quelque chose de plus aromatisé, avec des fleurs du printemps, whatever, weird, comme ça? On a des idées, c'est pas ça qui manque. Quand tu dis nous, est-ce que... C'est le Royal nous, parce qu'il y a juste moi dans cette aventure. Non, mais les idées, c'est pas ça qui manque, mais bon, on a déjà pensé de faire de la bière de gingembre ou de la racinette sauvage ou des choses comme ça, mais c'est tellement de travail quand tu fais tout de A à Z qu'à un moment donné, c'est tous des trucs sur ma to-do list. Mais en plus, ça coûte 20 litres, vraiment, c'est quand même quelque chose, hein? Ben ouais, c'est ça, mais en tout cas, il y a moyen de moyenner, peut-être qu'éventuellement, je vais acheter des plus gros fermenteurs, mais ça va être Quand tu vas avoir ta cabane à la maison. C'est ça. Ben oui. C'est un peu ça. On pourrait tomber dans Poutine de comment, mais ça serait une autre heure de podcast. Oh my God. Dis-moi une question. Toi, tu s'en vas où avec ce marché-là? Parce que, comme je te dis au début, c'est un marché qui est grandissant. Puis on le voit, je suis allé à Vancouver au FCA, qu'on appelle ça, c'est des Health Food Service, quelque chose de weird comme ça. C'est un gros événement de santé à Vancouver. Il y en a un qui est à Vancouver, ils en font un à Toronto puis à Vancouver. Puis tu vois le marché de la boisson qui grossit impressionnamment. Tu t'en vas au East Expo aux États-Unis, à San Diego, il y a 2 ans. J'ai vu des affaires comme aux champignons, des affaires comme ça. C'est un marché, peut-être que tu es trop petit au Québec, mais ailleurs, c'est un marché qui est grandissant, que tu peux aller ailleurs. Où tu vois ta compagnie maintenant que tu es à 100% là-dessus? En termes d'expansion, je pense, parce qu'au Québec, intuitivement, tout le monde a déjà entendu parler de la bière d'épinette comme une boisson gazeuse, dans sa forme boisson gazeuse. Si je sors du Québec, je pense que ça va prendre une bonne éducation du client. Ça, tu as vraiment besoin d'avoir une place parce qu'il y a déjà comme une espèce d'historique en de ça. Oui, parce que, je ne l'ai pas dit tantôt aussi, mais c'est une boisson historique. Fait qu'il y a aussi l'aspect boisson santé, l'aspect bière, whatever, puis il y a l'aspect historique aussi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire une bière d'épinette, je l'achète juste parce que c'est un produit plus historique. Donc, si je sors du Québec, il y a une éducation du client à faire. En ce moment, ça c'est Projet X encore dans ma liste de projets, mais en ce moment, je travaille un peu sur une chaîne YouTube pour pouvoir raconter mon histoire finalement. Parce que comme je te disais tantôt, ce qui vend le plus, c'est de raconter l'histoire derrière le produit. Puis, bon, évidemment, sur ma chaîne YouTube, en ce moment, il y a plus des vidéos de camping, puis de moi qui va dans le bois. Je pense que d'autres choses. L'histoire, c'est du bon branding du camping. Je pense que si tu fais ça, c'est plus payant. Hein? Mais oui, fait que je travaille un peu là-dessus. Évidemment, si j'ai une chaîne de YouTube, c'est pas juste le Québec. Là, fait que il risque d'avoir, si ça mord, là, il risque d'avoir des développements ailleurs, mais l'idée que j'avais un peu derrière la chaîne YouTube, c'est de faire une liste de gens qui sont intéressés. Okay. Fait que, ben, tu m'envoies ton courriel, tu me dis si tu es intéressé, puis après ça, on verra s'il y a 50 000 personnes qui sont intéressées en Ontario ou 300 000 à New York, mais je vais peut-être aller à New York avant, bon, l'Ontario, c'est plus proche, on s'entend, là, mais
Il est moins dangereux pour l'instant. Oui, c'est moins de tarifs et compagnie. Mais tu sais, comme juste... faire découvrir c'est quoi que je disais tantôt? Éduquer le client. Puis en même temps qu'étudier le client, c'est d'étudier un peu le marché, tu vois c'est où qu'il y a de l'intérêt. T'sais. Je sais que bon, la bière d'épinette en termes de boisson gazeuse, c'est un truc qui était plus canadien-français, donc dans les provinces où il y a des plus grosses communautés francophones, Manitoba, Ontario, les Acadiens, il y a plus ce réflexe-là, bière d'épinette. Étrangement aussi en Nouvelle-Angleterre, il y a de la bière d'épinette. Okay. Il y a eu tellement de Canadiens, Français qui sont partis dans ce coin-là, ils sont fait mettre bière dans ce coin-là. Comme Jack Kerouac et compagnie. Fait qu'il y en a un peu là aussi. Fait que ça serait ça c'est un peu dans les cartons aussi, qui est quelque chose de complètement différent. Là, c'est une bonne idée, je pense, le côté stratégique. C'est rare qu'on voit l'idée de la stratégie que tu fais du contenu comme ça pour ton produit en 16, parce que je pense que c'est intéressant que le monde aime le camping, puis en même temps, si tu mets ça à côté, c'est c'est pour essayer, parce que j'ai quand même eu une assez de difficulté dans les quelques dernières années avec la pandémie, avec le roulement de personnel dans les établissements. Tu es toujours en train de rééduquer le personnel pour que fait que si on est capable un peu de passer par-dessus, passer par-dessus pour raconter notre histoire, pas passer par-dessus les détaillants, mais juste comme aller raconter ton histoire directement au client. Puis là, le client va faire « Ah, c'est ça son histoire. » Puis là, lui, va chercher le produit au lieu de rentrer dans un magasin puis de fouiner un peu puis que le détaillant l'aborde pour lui vendre un produit. Fait que, tu sais, dans cet esprit-là, je veux dire, c'est de faire rayonner les producteurs du Québec, pas juste nécessairement... en tout cas, c'est pas juste une stratégie que moi je peux utiliser, tout le monde peut l'utiliser. C'est un peu ça. Bien sûr, c'est une bonne idée, c'est de mettre ça les deux ensemble. Ça. So, petite maison, stratégie, qu'est-ce qui s'en vient plus tard pour toi, à part peut-être un 4e produit? C'est quoi les prochaines étapes? C'est pas mal ça. C'est nouveaux produits, augmenter la production, puis essayer de faire un channel YouTube pour aller raconter mon histoire. C'est de créer le branding aussi par rapport à... Le côté branding, c'est vraiment simple. Hein, c'est très classique. Hein. Oui, c'est... Écoute, à part... Tu peux pas aller plus loin que ça. C'est noir, puis il y a une épinette dessus. Puis l'autre, c'est vert, puis l'épinette dessus. L'épinette blanche et blanche avec l'épinette en noir dessus. C'est exactement le branding le plus simple possible. Si j'en fais une au gingembre, la canette va être orange, puis c'est pas jaune. C'est merveilleux. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je te remercie. Comme je t'ai dit, ça fait longtemps que je voyais cette canette-là, puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? On a déjà parlé une fois avec la canette de Marco. Mais Marco, c'est une autre. C'est vraiment de la production grosse production. Mais c'est intéressant d'avoir ça, puis comme on se parlait au début de l'entrevue, il y a toutes sortes de philosophies différentes dans des brasseries, dans le bloc de poisson. Dans le kombucha, je suis allé avec du monde qui faisait la moitié de ça. Puis t'es bien content des autres chez eux. C'est correct ça. Écoute, merci beaucoup encore de ton temps. Ça fait plaisir. Ton site web, s'il vous plaît? Vous faites juste googler la petite bière. Puis ça va être. Il n'y a pas le premier E à petite. C'est un apostrophe. Ouais, c'est ça. Tu vois, la petite bière d'épinette, ça va vous emmener à mon site web. Puis si vous êtes curieux pour le YouTube, c'est Petite Lifestyle. Parce qu'il y a des vidéos en anglais et en français. Vous avez un t-shirt avec ça, ouais. Ça va au t-shirt. Écoute, merci beaucoup, hein. Ça fait plaisir. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté les Affaires brassicoles. Et comme vous voyez, on est en train de développer plus de contenu de la boisson parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de monde dans la compagnie, dans l'industrie brassicole qui veulent savoir ce qui se passe ailleurs. Comme vous savez, je laisserai toute l'information de notre invité. Si vous avez des questions, leonardo@baromag.com. Bien sûr, suivez-nous sur notre Internet, sur notre site web. On est en tournée. Puis on a d'autres dates qui s'en viennent déjà. On a eu quelques appels là-dessus. Merci beaucoup et à la prochaine.